bien, nous allons entrer dans notre deuxième table ronde pour voir comment nous pouvons aller à la marge, finalement, d'une évolution nécessaire du fonctionnement des établissements. Et donc, je cède la parole à Véronique Blondeau, chef d'établissement du collège-lycée Saint-François d'Assise à Montigny-le-Bretonneux et qui est en même temps délégué académique du SNEL pour l'Académie de Versailles. Bonjour à vous. Donc, quelques mots juste parce que je sais à l'avance, comme nous sommes là dans quelque chose de très concret, que ça va appeler des sentiments variés, cette vidéo, lorsque je l'ai présentée au petit groupe de préparation du congrès. Au bout de 2 minutes, tout le monde parlait déjà et regardait si c'était adaptable dans son établissement. Donc l'objet de cet atelier où il va y avoir effectivement 2 vidéos et où Annick Leroy a accepté de participer, vous allez la voir dans la vidéo, il n'est pas pour proposer des choses qui sont adaptables dans tous les établissements, c'est absolument pas le but. Le but c'est de réfléchir, c'est de se dire anticipons. Depuis hier on parle de créativité. Moi, je mettrais avant la créativité, la réactivité pour nous, sur le terrain. Réactivité, créativité, collaboration. J'espère que les petits moments qu'on va passer, les quelques minutes qu'on va passer ensemble, vont vous donner quelques idées et une petite dose d'optimisme, parce que pour l'instant, ce n'est pas exactement ça qu'on a distribué depuis quelques semaines. Je ne dirais pas depuis hier, évidemment, depuis hier, bien sûr. Mais voilà, donc peut-être quelques images, à moins que, Annick, tu veuilles dire quelques mots sur ton établissement. Bien, bonjour à toutes et à tous, notamment les collègues normands ici présents. Voilà, il avait promis qu'il ferait du bruit, donc et notamment ceux de l'Orne. Voilà. Donc, pourquoi l'Orne? Parce que effectivement, peut-être que vous l'avez, les médias, enfin, à un moment donné, ça a défayé la chronique. Vous avez peut-être entendu parler de l'Orne d'une manière pas forcément très positive. Alors, j'espère qu'au travers de ce que vous allez voir, ça va un petit peu redorer notre image. Si vous voulez en savoir plus, allez voir la chronique sur France Inter de François Morel, pardon. Parce qu'en fait, il s'agit de notre président du conseil régional qui a parlé de l'Orne d'une manière pas très sympa, vous verrez. Donc voilà, moi je dirige effectivement l'établissement Collège Notre-Dame, situé en centre-ville d'Alençon. Petit établissement, un effectif de 240 élèves. Voilà, donc... Et un collège parfaitement à l'écoute des attentes des jeunes et des parents. On regarde la vidéo. Voilà, comme tous ici présents. Au moment de la prise de fonction, en fait, j'ai été rapidement confrontée à la problématique du coût de la restauration qui venait s'ajouter au coût de la contribution des familles. Et donc c'est vrai que dans l'établissement, donc après y avoir réfléchi, bien, notre réponse a été cette fameuse lunchbox. La lunchbox, en fait, les parents l'achètent à l'établissement, 16 €, hein, elle est revendue prix coûtant. Alors tout simplement parce que nous avons souhaité qu'elles soient toutes les mêmes pour optimiser l'espace dans notre bain-marie. Parce qu'effectivement, nous avons fait le choix du bain-marie plutôt qu'un réchauffage au micro-ondes, hein, pour diverses raisons. Donc l'élève arrive le matin avec sa lunchbox remplie d'un plat chaud, hein, préparé la veille par les parents. Il arrive également avec un plat froid, hein, qui est à la fois l'entrée, le laitage et le dessert. Tout est déposé donc au self en arrivant. Et il y a un espace qui est dédié pour recevoir les sacs qui ont servi au transport. Et puis il y a à disposition toujours un marqueur pour avoir la garantie que toutes les lunchbox soient bien identifiées, y compris les yaourts, les fruits, enfin voilà, le nom de chaque élève est inscrit sur chaque élément du repas. L'idée, en fait, elle vient pas complètement de moi. Simplement, j'avais lu dans la presse professionnelle que ça existait dans d'autres établissements. Donc, j'ai fait des démarches pour trouver un établissement qui pratiquait ce type de restauration. Et je me suis déplacée, hein, donc à Laon. Hein, et je remercie d'ailleurs la collègue qui m'a tout expliqué. Et en voyant les élèves fonctionner, je me suis rendu compte que c'était pas si compliqué à mettre en place. Donc, de retour dans l'établissement. Après avoir présenté le projet aussi bien au niveau de l'OGEC que de l'APEL, l'association de parents d'élèves, on s'est lancé.
Alors le travail en amont a consisté d'abord à avoir la certitude que ce dispositif allait être validé par les services vétérinaires. Nous avons simplement acheté un frigo, un grand frigo, capable de recueillir à la fois les lunchbox et aussi le plat froid. Sinon, nous avions déjà dans l'établissement un bain-marie, puisque historiquement, on faisait la cuisine sur place et donc on avait ce bain-marie. Donc ici, nous sommes dans la cuisine. Donc nous avons une spécificité là aussi, puisque nous avons 2 frigos. Un dans lequel on va trouver les plats préparés par la Sodexo pour le primaire maternel. Et ici, les plats préparés par César Resto pour le collège. Alors pourquoi 2 sociétés de restauration différentes? Tout simplement parce que maternelle, primaire, c'est une compétence communale. Et donc, on a la chance sur Alençon que la communauté urbaine, finalement, permette que les élèves qui soient dans l'enseignement public ou dans l'enseignement privé puissent déjeuner dans les mêmes conditions. Et donc, les tarifs sont identiques pour les 2 types d'établissements. Même quand ils n'habitent pas dans la communauté urbaine? Alors, quand ils n'habitent pas dans la communauté urbaine, du coup, effectivement, là, ils paient le tarif plein pot, on va dire, le tarif fort. Et donc, c'est la raison pour laquelle, pour ces familles-là, on a proposé le système Lunchbox. Et pour le collège, donc la société César Resto nous livre en bac gastro, parce qu'effectivement, nous sommes dans une dynamique développement durable, et donc on a voulu réduire au minimum la quantité d'emballage. Et on donne la possibilité de mixer les 2 systèmes, c'est-à-dire le système Lunchbox et le système restauration classique. Donc ils s'engagent sur des jours bien définis à consommer soit un repas Lunchbox ou un repas César Resto. Et ils peuvent changer à chaque période de vacances? Voilà, ils préviennent en amont des vacances de façon à ce que nous, on puisse réajuster nos commandes. Alors avec notre prestataire, il n'y a eu aucun souci dans la mise en place, puisque le personnel n'est pas à la charge du prestataire. Donc voilà, les choses se sont mises en place de façon très simple. On a eu une légère diminution des inscriptions au repas classique, mais qui n'a pas généré de difficultés, ni même une augmentation des tarifs du coût du repas avec ce prestataire. Alors le prix déjeuner, quand on a choisi la formule Lunchbox, si c'est de façon régulière, le coût du repas pour la famille est de 1,42 €, alors que si c'est du ponctuel, c'est 1,50 €. Et ça couvre les frais fixes, la mise à disposition du personnel, les investissements, et puis le fait aussi que l'élève prenne une assiette, les couverts, et on lui fournit le pain et l'eau et une serviette. À titre de comparaison, la cantine classique, on va dire, coûte 5,89 € pour un élève inscrit régulièrement à la cantine et 6,30 € pour un repas exceptionnel. Donc c'est quand même une différence non négligeable pour les familles à la fin du mois. Au-delà de notre but de départ, qui était avant tout un aspect financier, on s'est aperçu que ça a finalement répondu à d'autres besoins, notamment concernant les PAI, ou toutes sortes de régimes. Ça permet effectivement aux élèves d'être comme tout le monde. Elle a choisi, ma mère, ma lunchbox parce que j'étais végétarien, et ma mère aussi, mon père et mon frère. Tous les jours, je prends ma lunchbox le midi. Est-ce que tu préfères manger avec un plateau comme les autres, ou est-ce que tu préfères apporter ta lunchbox? Ma lunchbox. Parce que c'est meilleur. Je préfère ce que je mange moi. Et pourquoi? C'est parce que c'est ma maman qui fait à manger. Tous les jours, j'ai ma lunchbox. Et tous les jours, tu choisis ce que tu manges? Non. En fait, ma maman, elle nous dit et après, elle nous prépare. Mais c'est pas nous qui décident. Mais en général, elle fait des choses que t'aimes? Oui. Ça va. Elle m'a pas fait choisir. Mince. Est-ce qu'elle savait que tu aimais ça? Pas trop. Ça lui est égal en fait. Elle te fait manger un truc que t'aimes pas, quoi. Oui. Mais t'as pas le mot à dire dans ta famille, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est horrible. Oui. Au niveau de l'éducation alimentaire, je pense qu'aujourd'hui les familles sont très sensibles à cette problématique-là. Donc, ça fait partie aussi des choses qui ont été notées, des conditions qui ont été notées, la convention qui est signée entre l'établissement et les familles par rapport à ce dispositif de lunchbox. Donc on fait confiance aux familles pour que ce qu'ils donnent à leurs enfants soit équilibré, et aussi d'avoir suffisamment de composants de manière à ce que l'élève ait l'estomac bien rempli, entre guillemets, pour bien travailler ensuite.
De notre côté, il est noté que l'établissement s'engage à ne pas rompre la chaîne du froid. C'est important que nous dégagions toute responsabilité puisque nous n'ouvrons pas les lunchbox. Enfin, voilà, donc il y a sur le plan sanitaire aucun souci. Qu'est-ce que vous déjeunez, vous, midi? Je déjeune du riz et du steak. Moi, je mange de la blanquette avec des pâtes. Du poisson et du riz. C'était votre volonté? Ouais. Qui est-ce qui vous l'a imposé? Mon père, ce qu'il a fait avec ce qu'on avait dans le frigo. Toujours lunchbox. Moi, c'est que le jeudi et vendredi. Et les autres jours? Je mange César Resto. Parce que ce jour-là, c'était les jours où il y avait souvent poisson. Du coup, vu que j'aime pas trop le poisson, puis aussi pour des fois manger la même chose que mes amis. J'aime bien, ça change. Nous, on a tout de suite choisi ce projet-là, qui était un peu nouveau, et on a adhéré tout de suite. D'un point de vue financier, c'est nettement moins cher de recourir à la lunchbox. Au-delà de ça, la lunchbox permet de choisir ce qu'on va donner à l'enfant. Alors, on avait un enfant qui avait des troubles alimentaires, donc là, c'était idéal. Et pour le deuxième, ça nous permet de savoir également ce qu'elle mange. Parce qu'elle n'a pas un gros appétit, donc on regarde à travers de ce qu'elle laisse dans la lunchbox, finalement ce qu'elle a mangé ou pas. On correspond au choix aussi, on fait attention à ce qu'elle n'aime pas. On essaie un petit peu d'en mettre, mais pas forcément à l'école, puisqu'à la maison on pourra le contrôler. C'est pas forcément beaucoup de travail, on prépare souvent donc la veille, ou carrément le week-end pour le début de la semaine. Il y a eu quelques oublis au départ, maintenant ça arrive une fois de temps en temps. Bon, au collège on arrive à s'arranger pour qu'il y ait un repas pour remédier à l'oubli. Et ça a été dès le départ un prérequis qui avait été posé par la directrice pour qu'on ne soit pas non plus inquiet sur ça. Après 12 mois de fonctionnement, voilà, le bilan est positif. On voit d'ailleurs de plus en plus de familles qui choisissent cette formule. Et en même temps aussi peut-être préciser que la mise en place de la lunchbox a réduit considérablement les déchets. Parce qu'on a mené une campagne de sensibilisation, nous avons un jeune qui fait son service civique dans l'établissement autour de la mission du développement durable. Et donc en triant ces déchets, il va permettre de nourrir des poules, parce qu'effectivement, dans l'établissement, nous avons depuis cette rentrée fait le choix d'avoir des poules pour aussi permettre aux maternelles d'avoir une meilleure approche de ce qu'est la dimension du développement durable. Voilà. Donc voilà une nouvelle gestion en fonction des attentes des familles et en même temps des questions économiques que les familles doivent supporter. Et on sait que la restauration fait partie des interrogations souvent posées par les parents. Alors peut-être avoir d'autres réactions, puisque vous êtes très en lien avec la communauté de communes, puisque la restauration est une restauration qui dépend aussi de cette communauté de communes, quelles ont été leurs réactions devant la mise en place de la lunchbox ? Vous voulez dire la communauté de communes en tant que telle? Oui. J'ai eu aucun contact avec la communauté de communes, voilà, c'est clair. Par contre, il est vrai que compte tenu de cette chance que nous avons, voilà, vous avez bien compris que les élèves scolarisés dans le public ou dans le privé sont dans les mêmes conditions pour maternelle primaire. Donc ça ne fait que souligner encore plus le coût de la restauration en collège, justement, parce que les familles paient quasiment rien, enfin c'est en fonction des revenus. Pour les enfants donc maternelle primaire, lorsqu'on fait partie de la communauté urbaine. Et du coup, quand ils arrivent en collège, voilà, c'est vraiment une réaction en disant « Oh là là, mais c'est très cher chez vous ». Voilà, par rapport à l'enseignement public en collège, où là, c'est subventionné, c'est beaucoup moins cher. Et le personnel de restauration, puisque vous avez du personnel qui dépend de la restauration collective et qui en même temps doit assurer une présence efficace d'ailleurs, sur les lunchbox. Comment ont-ils réagi, Ben ? Alors au début, il y a eu une appréhension, parce que c'est vrai que moi, je m'étais rendue sur place, donc je voyais bien comment ça pouvait s'organiser. Voilà, j'avais beau expliquer, il y avait pas mal de questions. Donc le premier jour a été un peu stressant. C'est vrai que je me souviens de ce problème de bain-marie, c'est l'anecdote, mais où la dame a posé les lunchbox dans le bain-marie, mais elle avait mis trop d'eau, donc les lunchbox tombaient. Enfin, c'était, elle transpirait. En plus, on avait France 3 ce jour-là, donc ce qui n'a pas aidé à aider. Enfin, voilà, c'était pas très très serein le premier jour. Et puis après, ça y est, les choses se sont mises en place, et ça n'a pas généré d'embauche supplémentaire. Ça a été juste un déplacement de personnel. Une personne qui faisait de la surveillance s'est retrouvée à la distribution de la lunchbox, et l'autre personne, comme elle avait moins de repas à préparer
parce que nous, on est en liaison froide, hein, donc la préparation des repas était moins longue, puisqu'il y avait moins de repas commandés, donc du coup, du temps disponible pour gérer le réchauffage des lunchbox. Et alors, comment vous adaptez-vous, je dirais, aux familles? Parce qu'on a bien compris, là, dans le reportage, il y a des moments où les jeunes ne viennent pas avec la lunchbox, alors que d'habitude, ils viennent tel et tel jour avec la lunchbox. Donc, comment vous vous adaptez au dernier moment pour répondre, finalement, à ce déjeuner de tous les jeunes? Alors, ce problème-là est à la marge. Donc, en fait, ils prennent un repas restauration classique qui leur est facturé, par contre, voilà, un repas exceptionnel, donc 6,30 €. Donc, voilà, ça les invite à penser à leur lunchbox la fois d'après. Moi, je trouve que ce qui est intéressant aussi, c'est ce que je disais en introduction, il ne s'agit pas de prendre un modèle, mais de réfléchir. Moi, je me dis que très égoïstement, hein, je fais comme tout le monde, on est sur la réalité du terrain tous les jours. Quand je suis allée dans son établissement, je me suis dit, c'est ça la solution pour lutter contre les PAI, les vrais PAI, les faux PAI, les volontés de PAI, etc. Et je me dis là qu'il y a une souplesse qui me paraît intéressante pour nos établissements. Tout à l'heure, en prenant un café, j'ai redit à Elior et tous ceux que j'ai croisés des sociétés de restauration qui sont en bas de venir écouter ce sujet, parce que je trouve qu'il va falloir qu'eux aussi s'adaptent. À mon avis, c'est l'adaptation qui doit être retenue comme mot pour nos établissements dans son projet, en dehors du fait qu'il est vraiment sympa. Et je trouve que ce serait bien qu'elle ait le temps aussi de vous dire 2 mots sur ce que vous avez vu, les petites interviews d'élèves, là, c'était vraiment super génial. Et avant d'en arriver là, un dernier mot pour dire, je pense qu'il y a à mon avis, une nécessité de réfléchir à cette histoire de restauration entre les services vétérinaires, les contrôles sans arrêt, les contrats avec les prestataires qui finalement ne sont pas très souples, et ils ne l'envisagent pas comme ça. En fait, chacun d'entre nous, beaucoup d'entre nous, signons des contrats qui sont en fait prévus à l'avance. On négocie pas grand-chose. Il y en a qui ont leur matériel, d'autres qui ont leur personnel, d'autres qui n'ont pas leur matériel, d'autres qui n'ont pas le personnel, c'est tout. Alors que je pense que là, il y a une petite réflexion. Enfin, donc un petit mot sur les élèves, parce que alors, moi, je me suis bien amusée, comme vous avez pu le constater, et encore, vous avez loupé des trucs rigolos. Mais ce que j'ai trouvé aussi intéressant pour des établissements, toujours comme le mien, qui accueillent des élèves avec des PAI, pour le coup, ça se voit. Et ce que j'ai trouvé intéressant dans l'établissement d'Annick, c'est que, vous l'avez entendu, hein, il y a des jeunes qui ont dit, nous, il y a des jours où on mange avec la lunchbox, et puis d'autres où on mange avec des plateaux, et il n'y a pas du tout de discrimination. On a été un peu frappé avec Benoît, quand on est allé tourner, de voir aucun élève qui regardait dans l'assiette de l'autre. Tu pourrais dire quelques mots sur ces choix que vous avez faits de les faire déjeuner ensemble, en fait? Enfin, on a fait, mais en plus qui a été validé, parce que c'était un peu la crainte hein, d'être obligé de mettre d'un côté les élèves qui avaient choisi la lunchbox et de l'autre côté les élèves restauration classique. Et donc, comme ça a été validé par le service vétérinaire, donc c'est vrai que c'était important pour moi et pour nous de les laisser ensemble. Et donc, du coup, ça se passe vraiment très, très bien. Ils sont très contents. Enfin, ils regardent dans l'assiette, mais alors parfois, ça arrive qu'ils goûtent. Ah, ça a l'air sympa ce que tu manges. Hein, mais non, voilà, ça se passe vraiment très, très bien. Et les familles sont très contentes. Et ça, c'est une autre dimension qu'on n'avait pas du tout évaluée. C'est-à-dire, c'est un vrai support de communication. Hein, c'est vrai que quand j'inscris, quand je demande est-ce que vous connaissez l'établissement, oui, on a entendu parler, la lunchbox, c'est chez vous. Enfin, voilà. Et pas plus tard que la semaine dernière, j'étais présente dans un établissement primaire, une école primaire, pour présenter la 6e aux élèves aux parents de CM2. Et quand j'ai parlé de la restauration, ah, c'est chez vous la lunchbox, on entend parler, enfin vraiment. Et puis la presse aussi s'en est emparée, enfin, et ça on n'avait pas du tout mesuré. Voilà. Et l'autre aspect positif, et là c'est plutôt les dames de service qui pourraient s'exprimer ces étés-là, c'est la propreté du self. C'est-à-dire que s'il est vrai qu'on ne trouve pas la nourriture des parents restée sur la table ou au sol, on voit, enfin, le rapport à la nourriture est différent de celle qui est servie par la société de restauration. Et on a pu constater, souvent on se fait la réflexion de se dire c'est calme, hein, enfin, le self est plus calme, enfin, c'est autre chose, quoi. Il y a d'autres choses qui sont émergées et qu'on n'avait pas du tout évaluées, quoi. Vraiment. Hein. Donc voilà, c'est assez simple à mettre en œuvre. Hein. Enfin, honnêtement, quand je suis allée à Laon voir la collègue, en rentrant, je me suis dit, en fait, c'est pas très compliqué, quoi. Donc, par contre, il fallait effectivement l'adhésion. On a commencé par interroger nos propres familles, voir si ça pouvait répondre à leurs besoins. Et quand on a vu que ça accrochait, on s'est dit, on se lance, quoi, on y va. Et on regrette pas. Tout est dit en effet sur ce processus qui a été
conduit là de manière extrêmement fluide visiblement. Alors, en termes de modèle économique, cette situation est exemplaire parce qu'elle ouvre à la question de ce qu'on appelle communément les prestations annexes. C'est-à-dire que lorsqu'on interroge le modèle économique des établissements, la tentation est souvent grande de ne questionner que le cœur de métier. Or, les établissements sont des structures qui toutes, d'une manière ou d'une autre, avec des formats variables certes, mais toutes offrent un certain nombre de prestations. Or, si on s'attache à repenser les modèles économiques, eh bien, c'est aussi en matière de prestations annexes. Alors la restauration n'est pas la moindre. J'ouvrirai juste une porte pour les réflexions. Le modèle qui a été présenté là est un modèle qui répond visiblement à une question de prix. Bon, ça ne vous a pas échappé, le différentiel est flagrant, mais on pourrait très très bien aussi imaginer qu'avec le même processus, on réponde à d'autres problématiques, y compris des problématiques qui pourraient alimenter une caisse qui finance ceci ou cela. Hein. Chaque établissement voit ce qu'il en fait, mais compte tenu de la modicité des prix, on peut très bien imaginer de faire la même chose, mais avec des marges. Donc quand on parle de modèle économique, en fait, il suffit de s'entendre pour savoir ce que l'on veut faire et pour mettre en œuvre de manière concertée et consensuelle, en fait, des systèmes qui divergent. En tout cas, je suis convaincu que nombre d'établissements auront à reprendre ces questions-là dans les années à venir parce que les familles, évidemment, sont demandeuses d'un certain nombre de prestations, à la fois quantitativement et qualitativement. Et puis, Véronique l'a fort bien souligné, nombre d'entre nous se débattent quand même avec des demandes individuelles de plus en plus nombreuses et hétérogènes. Et il nous a paru intéressant, en effet, de dire, ben voilà, peut-être que on peut faire d'une pierre plusieurs coups et traiter un certain nombre de sujets. En tout cas, et pour terminer sur la modélisation économique, le phénomène est extrêmement intéressant puisque vous avez clairement un différentiel de coûts qui est affiché et donc ça vous laisse tout le différentiel pour travailler votre propre modèle le jour où vous utilisez un système comme ça. Mais bien évidemment, ce n'est pas pour faire du copier-coller, tu l'as dit Véronique, mais en tout cas, on peut modéliser un certain nombre de processus dans d'autres domaines de prestations également. Voilà, réactivité, souplesse, adaptation. On passe tout de suite à un autre témoignage, un témoignage d'un lycée agricole à Rignac dans l'Aveyron. Et vous allez voir, c'est peut-être étonnant, un établissement agricole et qui n'est qu'agricole, et qui est au cœur en même temps, au cœur des réflexions du SNEL. Ce n'est pas inintéressant dans le cadre de l'enseignement catholique ou en tout cas de l'enseignement privé en contrat d'association avec l'État. Donc tout de suite la vidéo, on la regarde avec effectivement des nouveaux modes économiques. Quand Gilles de Rétal, puis Véronique Blondeau et Benoît Poisson m'ont contacté pour participer à un atelier intitulé « Entre solidarité et compétition », j'ai souri. Parce que entre solidarité et compétition, ce n'est pas un atelier pour nous, c'est véritablement notre vie quotidienne. La zone sinistrée, voilà comment on nous nomme parfois à Toulouse. Notre administration parle de notre territoire ainsi. Alors, que se passe-t-il? Eh bien, nous étions un lycée avec 350 élèves, une classe de 4e, une classe de 3e, une classe de CLIPA, devenu DIMA par la suite, 4 BEP, 3 bac pro, 1 BTS, et la rénovation du bac professionnel passant par là, nous voilà à 200 élèves. De 19 classes, nous sommes passés à 13 classes et nous allons encore perdre 3 classes. Oui, la rénovation du bac professionnel a entraîné bien évidemment la fermeture de plusieurs classes, mais aussi, paradoxalement, a engendré l'ouverture de nombreuses autres classes.
Je vous explique, sur notre territoire, nous étions le seul bac pro service par exemple, et dans un rayon de 30 km aujourd'hui, nous avons 8 bacs dédiés à cette filière. C'est vrai dans toutes les autres filières également que nous proposons. Et la concurrence est tellement exacerbée que même la seconde générale et technologique est devenue une concurrente directe des classes de seconde professionnelle. Un autre paramètre qui n'est pas des moindres, c'est la décision au sein de notre CNEAP Midi-Pyrénées de mutualiser les besoins en structure des établissements pédagogiques. Alors là aussi, en 2 mots, nous étions 11 établissements et certains d'entre eux n'avaient qu'une classe de 4e, une classe de 3e et un ou plusieurs BEPA, mais pas de bac pro. Donc il a été question là de choix de vie ou de mort. On ne pouvait pas permettre à un établissement de survivre à la rénovation de la voie professionnelle en ne lui octroyant pas un bac pro. Et la décision unanime a été de choisir la vie pour tous, si bien que dans un contexte économique contraint, que s'est-il passé bien évidemment? Certains établissements ont dû fermer des classes et permettre ainsi aux établissements en souffrance d'en ouvrir, d'avoir un bac professionnel pour assurer leur survie. Et très clairement, notre établissement scolaire a été le plus affecté par ce choix de vie pour tous. Alors, qu'avons-nous fait depuis 2008? Qu'est-ce qui fait que nous avons survécu, que nous avons accepté de changer de vie radicalement? Nous sommes passés à un autre mode de vie. Et en m'interrogeant, je reviens toujours à la même réponse. C'est parce que nous avons une équipe formidable. Chacun avec ses compétences, avec son amour pour son travail. Et c'est véritablement ça qui nous a sauvés et qui nous a permis de changer de vie. Alors je pourrais vous citer de nombreux exemples de projets qui malheureusement n'ont pas abouti, parfois même après plusieurs années d'investissement. Je pourrais vous parler de ce beau projet de partenariat avec un collège catholique de Rodez. Nous avions décidé avec mon collègue de permettre à des enseignants de notre lycée d'œuvrer dans le cadre des cours de son collège. Alors là, avant même que nous ayons effectué les démarches officielles, les syndicats, informés par je ne sais qui, nous ont alerté sur l'impossibilité administrative d'une telle action. Et ensuite, lorsque nous avons eu effectivement la réponse de l'administration, celle-ci nous a indiqué que le logiciel de paye ne permettait pas de rémunérer un même enseignant depuis 2 ministères. Mais nous ne devons jamais nous décourager et nous avons donc récidivé l'année suivante avec le collège public de Rignac et Sophie vous en témoigne. Je suis la preuve vivante qu'il est possible d'enseigner dans un établissement privé secondaire et également dans un établissement de l'éducation nationale publique. En effet, j'enseigne le français au lycée agricole de Rignac et le latin au collège Georges Rouquier de Rignac. Cette démarche a été dans le but de mutualiser des compétences et d'éviter la fermeture d'un poste de latin. D'autre part, je pense que cette démarche va se pérenniser dans la mesure où nous manquons cruellement de professeurs, notamment sur notre territoire. Nous allons encore récidiver vraisemblablement dans 2 ans avec un très beau projet que nous menons avec le collège privé de Rignac qui va venir s'installer dans nos locaux et où nous allons à nouveau proposer des projets pédagogiques mêlant enseignants de l'EN et enseignants du ministère de l'Agriculture. L'idée a été de rationaliser et optimiser le patrimoine immobilier en abandonnant notamment un immeuble sur Rignac et en accueillant au sein du lycée les classes de collège de Rignac. Fusionner avec le lycée de Rignac, c'est une possibilité d'abord économique, de pouvoir fonctionner ensemble. C'est aussi une grande possibilité pédagogique dans le cadre du futur collège à la rentrée 2016. Nous allons pouvoir, avec les EPI, enseignements spécifiques qui vont faire l'objet d'une évaluation au brevet des collèges, développer en partenariat avec les enseignants du lycée de nouvelles pratiques, de nouvelles pédagogies en mutualisation.
Actuellement, il y a 3 associations de gestion et la proposition est que l'ensemble soit géré par une seule association de gestion, l'une d'elles qui va absorber les 2 autres associations. Voilà, alors donc quelques années de travail, de dialogue qui permettent d'aboutir à un très beau projet pour faire rayonner l'enseignement catholique sur notre plateau. Un autre beau projet, c'est une entente avec les clubs de foot, de basket et la municipalité de Rignac sur l'utilisation de minibus dont va vous parler monsieur le maire. Nous sommes particulièrement heureux d'avoir sur notre territoire le lycée de Rignac et nous essayons d'avoir avec ce lycée des activités complémentaires. Nous faisons un travail de mutualisation. Nous avons réussi par exemple, à acheter ensemble des minibus. Le lycée avait besoin de minibus dans la semaine, la commune en avait besoin plutôt le week-end. Et nous avons trouvé un terrain d'entente qui nous permet d'avoir un bon usage et un usage optimum de ces minibus. Notre dernier projet est l'ouverture d'un brevet professionnel métier de la piscine en septembre 2015. L'idée est de permettre à nos jeunes futurs professionnels de prendre en charge la globalité d'un jardin. Mais nous n'avions ni les moyens financiers ni les compétences. Alors pour cela, nous sommes allés à la rencontre de professionnels et l'un d'eux nous a suivis. Nous avons choisi de passer nos conventions avec le lycée de Rignac maintenant depuis 3 ans. La demande du marché faisant et le souhait d'intégrer énormément la formation pour aider nos professionnels de demain, car la formation reste un sujet primordial, surtout dans le domaine de la piscine, qui aujourd'hui n'a pas de code APE et nécessite donc de la main-d'œuvre bien formée pour le marché de demain. Depuis de très nombreuses années, nous essayons de favoriser vraiment l'intégration de professionnels dans nos cours. Pas que des présences ponctuelles, des prises en charge de cours également, régulières, hebdomadaires même. Et là, effectivement, nous nous heurtons aux contraintes de l'administration qui nous restreignent de plus en plus notre liberté, nos marges de manœuvre, alors que véritablement, le monde professionnel, et même je suis convaincue dans les collèges ou dans les filières générales, est essentiel pour permettre une bonne formation de nos jeunes, pour qu'ils soient au contact, je dirais, de la vraie vie, qu'ils appréhendent correctement la réalité du monde professionnel. Que vous dire encore? Vous parlez des travaux pratiques de la filière agricole qui se réalisent sur l'exploitation de la chambre d'agriculture située à une petite demi-heure de l'établissement. Nous sommes ici situés au cœur d'une région d'élevage. La chambre d'agriculture à laquelle j'appartiens possède une exploitation laitière qu'elle met à disposition de la profession et de différents établissements de formation. Le partenariat engagé déjà depuis plusieurs années avec le lycée agricole de Rignac permet de mutualiser les moyens et de conforter notre exploitation en mettant à disposition donc, les installations auprès des lycéens et de la profession. Voilà, je pourrais continuer indéfiniment à vous raconter notre vie. Me viennent souvent à l'esprit les paroles de Churchill. En France, tout est autorisé, même ce qui est interdit. Et c'est véritablement notre mode de vie. C'est-à-dire que la législation est si contraignante, les textes réglementaires si nombreux, que si nous entrons dans les problèmes par la porte de l'administration ou du juridique, nous ne faisons rien. Nous avons pour ADN de considérer le verre à moitié plein et de réfléchir comment le remplir. Et ce qui nous paraît essentiel, c'est les relations que nous avons entre nous, entre les partenaires. Nos seules richesses dans nos territoires ruraux, qui sont quand même grandement abandonnés, c'est juste un constat, nos seules richesses sont les personnes, le dialogue, l'espérance. Alors avant qu'on approfondisse un petit peu ce sujet, il y avait quand même beaucoup de choses à l'intérieur qui ont été dites. On avait prévu au départ de faire une liaison Skype par Skype donc avec Anne-Marie Prunet,
que j'excuse donc parce qu'à force de dialoguer avec ses partenaires, à force d'avoir des rendez-vous avec des notaires et des professionnels, elle n'est juste pas là, elle n'est juste pas disponible. Et c'était techniquement un petit peu compliqué d'organiser de façon sécurisée une liaison par Skype. Donc je lui fais son mot d'absence. Voilà, je vous laisse. Voilà, donc je pense qu'on peut peut-être reprendre quelques aspects et avoir la réaction de Louis-Marie Fillon sur cette question de la rationalisation, de l'optimisation, de la mutualisation, de fusion qui sortent de l'ordinaire aussi, étant avec des acteurs qui sont les entreprises, entre GEC, entre établissements, avec les professionnels, avec les chambres, avec la chambre d'agriculture, enfin, de multiples partenariats qui nous sortent complètement de l'environnement classique d'un établissement. Oui, ce qui est intéressant dans cette vidéo que nous venons de voir, c'est que cet établissement, ça ne vous a pas échappé, est non viable sur le papier. Et ce que vous entendez, c'est qu'effectivement, il vit. Donc, la question de la viabilité de nos modèles économiques est évidemment posée autrement qu'on ne le fait confortablement le plus souvent en termes de taille d'établissement, d'environnement porteur ou que sais-je. Évidemment, il faut nourrir une pensée un petit peu plus complexe. Et nous avons là une illustration d'un établissement qui intègre l'ensemble des acteurs économiques qui font vivre le plateau, qui est une zone sinistrée, dit notre collègue, et cela permet de modéliser finalement ce que nous avons dit autrement tout à l'heure, c'est-à-dire que la viabilité d'une structure n'est pas à penser de manière théorique et quantifiée sur des standards, mais bien à penser dans un environnement donné en fonction de notre capacité à créer les liens entre les acteurs. Donc il n'est plus question ni de taille ni de seuil, il est question d'une dynamique locale et d'une création. On a parlé hier de créativité, c'est vraiment du registre de la créativité. Il s'agit de créer un modèle sur mesure, pourrait-on dire, qui fait que à charge de vérifier qu'il est viable dans le contexte, qui fait qu'on peut maintenir un établissement ou ne pas le maintenir si le résultat ou le diagnostic, c'est qu'il n'est pas viable. En tout cas, montrer qu'un établissement qui est en situation d'asphyxie peut trouver des ressorts de manière assez formidable. Le dynamisme des collègues ne vous a pas échappé. Donc, il y a un petit message. Le modèle économique, ça n'est pas que du rationalisable. Y compris avec des partenariats avec l'enseignement public. Ce qui peut surprendre. Alors, personne dans cette salle, je pense, n'aura été agressé à l'idée d'une collaboration avec l'établissement public d'à côté. Dans les territoires ruraux, vous savez, on ne se pose pas forcément les questions dans les mêmes termes parce que la question de la survie, elle est commune. Ça ne passe pas par les frontières entre le public et le privé. Et il y avait une question hier à notre Assemblée générale, comment partager un délégué auxiliaire entre l'établissement public d'à côté. Le rectorat nous dit que ce n'est pas possible. Eh bien voilà, ça se fait même entre le ministère de l'Agriculture et celui de l'Éducation nationale, c'est-à-dire que devant des situations apparemment ingérables, finalement, ce qui est interdit s'autorise. Moi, je rajouterai un petit mot de mon point de vue de chef d'établissement. Ce que vous n'avez pas vu dans la vidéo, c'est qu'il y a plein d'autres projets qui ont fonctionné, dont un centre équestre, c'est pour ça qu'il y a des chevaux dans le film. Mais il y a aussi beaucoup de choses qui ont échoué, et moi, ce qui m'a vraiment emballée, c'est que cette fille, elle est super heureuse. Elle est contente, elle n'attend pas de l'institution que ça vienne à elle, elle y va avant. Elle est pleine de dynamisme, c'est parce qu'elle récupère aussi de l'énergie dans ses investissements, même quand ça échoue. Elle ne se décourage pas parce que l'environnement est plutôt porteur dans les collègues, dans les pairs. Et ça, je trouve que c'est bien
bien non seulement de le montrer, mais de dire que malgré chacun dans ses situations, malgré le contexte, etc., il y a quand même des gens heureux dans ceux qui font ce métier, et malgré les échecs, ils continuent, ils persévèrent, et ça va de mieux en mieux, et j'espère que son lycée non seulement va devenir viable, mais va être encore meilleur que viable, avec un collège privé de l'éducation nationale, dans les mêmes locaux qu'un lycée agricole, avec le même OGEC, miam miam. Alors, le mot célèbre, s'ils l'ont fait parce qu'ils ne savaient pas que c'était impossible, et en fait, je ne résiste quand même pas au plaisir de rappeler que nous croyons à l'organisation optimale au niveau de l'établissement. Les solutions sont mieux appréciées au niveau de l'établissement. Elles ne sont pas toujours transférables à l'établissement d'à côté. Organisons-nous pour que, effectivement, dans chaque établissement, soient étudiés les meilleurs modèles. Ça suppose une bonne pratique, évidemment, des analyses des situations et des environnements, mais ça donne beaucoup d'espoir et effectivement, la fraîcheur de notre collègue, là, est une invitation puissante. Et le SNEL est là pour ça, hein? Voilà, merci bien, merci pour ces points de réflexion